Alors, nous passons maintenant au premier sujet de débat de ce live de ce soir. Le maintien de l'ordre écrase-t-il nos libertés? Avant de présenter nos invités et de leur donner la parole, je précise simplement que nous avions prévu ce sujet de débat bien avant l'attaque de Strasbourg et que nous avons décidé de maintenir ce temps de discussion parce que ça fait partie de la complexité et de la difficulté de notre époque que d'être confronté en même temps à des formes d'interpellation dramatiques de notre démocratie et que ça nous paraît être également notre rôle de journaliste à Mediapart que de réussir à parler de tous ces sujets sans que l'un évacue l'autre. Alors, bonsoir à vous quatre pour ce premier débat. Fatima Ouassak, bonsoir, merci beaucoup d'être venue. Vous êtes membre fondatrice du collectif Front de maires, qui réunit des maires de lycéennes et lycéens qui ont été blessés, réprimés par la police. Nous allons en parler dans un instant. À vos côtés, Vincent Brengart, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes avocat et vous défendez notamment certains des gilets jaunes qui ont été blessés ces dernières semaines en manifestation. Florent Compin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des Amis de la Terre France. Oui. Et alors vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé, mais vos mésaventures autour de l'organisation de la Marche pour le climat à Nancy. Et enfin, Karl Lasque, bonsoir. Bien, nos lectrices et lecteurs te connaissent bien puisque tu es journaliste à Mediapart et que tu as notamment, ces dernières semaines, beaucoup écrit et enquêté sur les techniques policières de gestion des manifestations des Gilets jaunes. Alors, Fatima Ouassak, je voudrais commencer avec vous. Ce collectif Front de maires, pouvez-vous déjà nous dire quand il a été créé et pourquoi ? Alors, il a été créé il y a 2 ans. Alors, petit rectificatif, on ne sommes pas que des mères de lycéens et lycéennes, nous sommes des parents. Il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des mères, il y a des pères aussi. Symboliquement, dans une démarche féministe, on a décidé de l'appeler Front de mères parce que les femmes prennent l'essentiel de l'éducation des enfants encore aujourd'hui. Donc, on a décidé d'assumer ça et de le mettre en avant. Et donc, ce sont des parents. Voilà, des parents plutôt des quartiers populaires. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est défini au départ, syndicat de parents des quartiers populaires. Et on s'est constitué ainsi parce qu'il y avait un manque dans les fédérations de parents existantes, c'est-à-dire que n'étaient pas prises en charge les questions liées aux discriminations, notamment aux discriminations territoriales, sociales, discriminations racistes également, que subissaient nos enfants. Voilà, de la naissance en réalité jusqu'aux études supérieures. Donc on peut travailler autant sur le manque d'identification des enfants par rapport au livre jeunesse, par exemple, que par rapport à Parcoursup, par exemple. On s'est beaucoup mobilisé contre Parcoursup. D'accord. Donc c'est par rapport à un vécu discriminatoire de parents vis-à-vis de leurs enfants. De parents vis-à-vis de leurs enfants. Alors, on vous a invité ce soir parce que ce collectif a co-signé un appel de parents de lycéens réprimés par la police. Les mères avec les lycéens réprimés, ne touchez pas à nos enfants. Pourquoi avez-vous publié cet appel et que demandez-vous en fait ? Alors, c'est vrai que cet appel, on l'a fait effectivement avec d'autres collectifs de parents. Donc, les parents d'Arago, les parents du lycée Arago, Bergson, les mères solidaires de Geneviève Bernanos et Agnès Méric. Donc, on a décidé... Juste pour préciser, Bernanos, donc, qui est la mère d'Antonin Bernanos, qui a été poursuivi et incarcéré dans l'histoire de la voiture de police enflammée dite du quai de Valmy. Exactement. Et Agnès Méric, donc mère de Clément Méric, qui a été tuée par l'extrême droite il y a quelques années. Voilà. Donc elles ont constitué ce collectif des mères solidaires. Donc avec ces différents collectifs, on a décidé de faire une tribune la semaine dernière, observant la répression qu'on qualifie, nous, d'infâme et d'indigne de la part de l'État français vis-à-vis de nos gosses, en fait. Donc de voir des enfants qui sont pris pour cible à coups de flashball, on en parlera tout à l'heure, dont certains perdent une joue, ont la mâchoire cassée. Enfin, le petit Issam qui a 15-16 ans à Garges, par exemple, une jeune adolescente également à Orléans, à Grenoble, à Orléans également. De voir ces jeunes gardés à vue, de notre point de vue, de manière illégale, c'est-à-dire que on instrumentalise la garde à vue pour les intimider, les terroriser.
Parce que de notre point de vue, il s'agit d'empêcher ces jeunes lycéens, de manière très conjoncturelle, de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Donc on pense qu'il y a une volonté de la part de l'État français de casser le mouvement lycéen, de peur de voir une convergence là, entre mouvements lycéens, on en parlera aussi tout à l'heure, entre les différents mouvements de lutte en fait. Et la jeunesse en France aujourd'hui est un facteur de remise en question du système. Donc nous on pense que parce que l'État français a peur du mouvement lycéen, de ce que ça pourrait provoquer en termes de remise en question du pouvoir, il y a cette intimidation, il y a ces menaces, ces insultes à caractère raciste, homophobe, etc. Enfin, on a des petits, par exemple, à Ivry, on y était hier soir, des petits de 15 ans qui sont totalement terrorisés, qui ont passé 36 ans, c'est un peu trop, 36 heures de garde à vue, mais c'est déjà trop, 36 heures, qui ont été insultés, etc. etc. Voilà. Et donc, arrêtés, par exemple, eux, dans cet exemple-là, alors, ils ont été arrêtés, soi-disant pour un tag Macron démission. Voilà, soi-disant, parce que alors, eux disent que c'est pas eux. On n'a pas retrouvé de peinture sur eux, etc. Bon, la peinture était là, 3 mètres à côté, et on les a embarqués, de notre point de vue, pour donner un signal aux autres lycéens et à leurs familles de rester chez vous, calmez-vous, ne bougez plus, et en remettant par là en question complètement leur droit de manifester, leur droit de s'exprimer, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait 36 heures, pour qu'on comprenne bien, 36 heures de garde à vue, ce qui est quand même énorme, alors qu'ils sont mineurs, voilà, sur la suspicion d'avoir écrit le tag Macron démission. Voilà, Macron démission. Petite parenthèse, la proviseure a également porté plainte contre eux. Voilà. Parce que le tag était sur un mur de l'établissement. Même pas, sur un panneau d'affichage qui est géré par la mairie. Enfin, c'est tout. Voilà, c'est complètement délirant, quoi. Voilà, mais c'est une période où, voilà, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, voilà, ça va très très loin. Donc face à ça, nous on a décidé de s'unir et de se dire, voilà, on va remobiliser une notion voilà, qui politiquement est assez faible en France, la notion de mère, en fait, comme sujet politique, comme ce qu'on peut avoir en Argentine ou en Italie ou en Espagne. Il y avait au début des années 80 en France les folles de la place Vendôme, donc des femmes qui venaient pour défendre leurs enfants qui étaient réprimés par la police. Donc on a décidé de remobiliser ça pour dire, voilà, on ne veut plus qu'on touche à nos gosses, quoi. Et on utilisera tous les moyens nécessaires pour empêcher l'État français et sa police et sa justice et parfois l'institution scolaire qui peut être complice pour les empêcher de détruire nos enfants. Et donc voilà, c'est cet appel-là qui ensuite, enfin c'est pas juste un appel, parce que derrière, nous, on essaie de se mobiliser sur le terrain pour aller voir les lycéens déjà, pour leur dire voilà, qu'on les soutient, qu'on est avec eux, qu'on va prendre en charge leur protection, vraiment, c'est-à-dire qu'on va se mettre en bouclier entre la police et eux. Mais physiquement. Et physiquement. C'est-à-dire que si, en cas de nouveau blocage voilà, on sera là. L'établissement, ce que vous proposez, vous, c'est en tant que parent de vous mettre debout entre les rangs des policiers qui viendraient éventuellement et les lycéens. Et à l'ancienne, en mode louve, quoi. C'est-à-dire, non, vous ne touchez pas à nos gosses, quoi. Et d'une part, donc il y a ça, il y a la protection vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la police en particulier. Et puis par ailleurs, parce qu'on s'adresse aussi aux parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants manifester, alors que c'est un droit légitime, mais aussi aux parents qui peuvent trouver que c'est pas normal que des jeunes aillent manifester, ils sont violents, etc., ils dégradent, ils brûlent une poubelle, quoi. Enfin, alors moi je considère que cette colère-là est légitime, mais il y a des parents qui peuvent considérer que c'est trop. On dit à ces parents-là, moins on se mobilisera nous, moins on se battra, par exemple, contre Parcoursup, contre la présence de la police au sein des écoles, contre la suppression de 2600 postes qui ont été annoncés par Jean-Michel Blanquer en début d'année. Voilà, moins on se battra, et plus nos enfants seront obligés d'aller au front, se battre à notre place. Donc c'est à nous de jouer, c'est à nous de nous battre. Plus on se battra, et moins ils seront obligés, eux, d'aller au front. Voilà. Alors, Vincent Brengart, vous êtes avocat. Quand on entend cet exemple de ces lycéens mineurs qui ont fait 36 heures de garde à vue pour un tag, c'est légal, c'est autorisé. C'est extrêmement inquiétant, Alors moi je travaille avec William Bourdon sur ces questions de droit pénal, de liberté fondamentale, et ça fait déjà presque un peu plus de 5 ans qu'on voit une dérive assez considérable. Déjà une dérive qui avait débuté en novembre 2015 lorsque l'état d'urgence avait été prononcé, puis prolongé à multiples reprises avant d'être intégré dans le droit commun. Et aujourd'hui, c'est un état d'urgence qui finalement ne dit pas son nom. Parce que vous avez des interpellations qui interviennent dans le cadre de manifestations qui sont des interpellations purement préventives, parce qu'elles interviennent sur la base d'un simple soupçon d'avoir voulu participer à un groupement dont le but aurait été de détruire
des installations ou de s'en prendre physiquement à des personnes. Et ça, pour les autorités de poursuite, ce sont véritablement des infractions qui sont en réalité des infractions d'intention, sans matérialité. Ce qui était dit tout à l'heure sur, en effet, ces jeunes qui sont placés en garde à vue, on est à peu près dans la même logique, puisque c'est une logique qui est une logique de suspicion. On se détache complètement de ce que le droit pénal exige normalement, à savoir la matérialité d'une infraction, avec des éléments concrets et pas simplement la base de on-dit, des bases qui seraient purement abstraites. Et on voit évidemment que, s'agissant à la fois du mouvement des Gilets jaunes et évidemment aussi de la répression des lycéens, non seulement vous avez une entorse considérable qui est faite au droit, et c'est une entorse qui est faite au droit qui est d'autant plus douloureuse que je rappelle quand même que la France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 1789. C'était une déclaration qui avait été adoptée déjà d'ailleurs dans un cadre de déficit public et pour lutter contre les classes sociales. Et donc on voit une répression donc, non seulement qui s'exerce contre une revendication qui est une revendication sociale par les Gilets jaunes, mais aussi par les lycéens, parce qu'en effet, on cherche finalement à éviter qu'ils puissent se rallier, tout simplement parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, des lycéens qui sont dans la rue et qui manifestent, ça constitue une puissance politique assez considérable. Et ça, l'État en a parfaitement conscience. Donc on vient trouver un peu des suspicions, on vient procéder à des interpellations et à des gardes à vue qui sont finalement un peu pour faire exemple et pour dissuader d'autres. Et on a vu aussi, à travers ces terribles images, de cette cinquantaine de jeunes qui avaient... À Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie, qui avaient 150 jeunes qui avaient la main sur la tête avec le policier qui intervient et qui dit alors c'est une classe qui est enfin sage. Voilà, une classe qui se tient. Voilà, c'est une classe qui se tient. Mais je crois que lorsque on entend de telles paroles, c'est véritablement le sujet aujourd'hui qui est posé. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans de l'atteinte à la liberté qui serait une atteinte parfaitement justifiée? Est-ce que le péril en matière d'ordre public est tel qu'on devrait finalement faire reculer l'ensemble des libertés, dont la liberté de manifester, dont la liberté d'aller et venir, dont la liberté évidemment de mouvement aussi pour ces jeunes? Ou est-ce qu'on ne peut pas considérer, mais ce sera évidemment, on le verra à travers les débats, qu'on n'est pas devant un cas qui est aussi un cas d'instrumentalisation de la justice par des interpellations qui sont des interpellations préventives pour mettre un terme à un mouvement qui gêne le gouvernement? Et si on revient un instant sur le cas spécifique des lycéens, c'est vrai qu'on a vu ces dernières semaines énormément de cas, il y a eu énormément de témoignages sur des cas de lycéens arrêtés, emmenés au commissariat, placés en garde à vue pour des mineurs. Que dit le droit en fait en termes de placement en garde à vue par exemple? Comment ça doit être accompagné et est-ce que c'est pas plus limité que pour des majeurs? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a un régime qui est un régime beaucoup plus strict lorsqu'il s'agit de mineurs, notamment parce que les parents doivent être immédiatement avertis. Et on sait de façon générale qu'il y a cette nécessité d'avoir un avocat dès la première heure de la mesure. Alors, il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, est progressivement en train de remettre en cause ce droit d'accès à un avocat, mais on voit que c'est une garantie qui est d'autant plus fondamentale s'agissant de mineurs qui sont dans un état qui peut être un état de fragilité, qui sont, pour la plupart d'ailleurs, qui n'ont jamais été confrontés à la chose judiciaire et qui se retrouvent finalement face à des procédures qui sont plus fortes qu'eux. Et des procédures qui sont complètement criminalisantes. Pas plus tard qu'hier, je me trouve par hasard à Versailles et j'ai vu pas moins de 6 quarts de CRS devant un lycée. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des conditions qui sont des conditions de sérénité suffisantes? Je ne le crois pas. Et est-ce que dans des cas comme ça d'arrestation aussi massive, donc avec énormément de personnes emmenées dans des commissariats, est-ce qu'on a la garantie que chaque personne placée en garde à vue ait pu être assistée par une avocate ou un avocat? C'est extrêmement difficile de vous le dire, tout simplement parce que déjà il y a eu des milliers de gardes à vue qui ont été enclenchés dans le cadre des précédentes manifestations. Donc évidemment que derrière, il faut que les avocats soient disponibles. Les avocats qui étaient commis d'office ne pouvaient pas non plus se diviser pour être présents dans toutes les cellules. Donc évidemment qu'il y a un côté un peu massif, et qu'il est impossible de déterminer si oui ou non le droit de chacun des mineurs a été respecté. Et on voit que de toute façon, c'est fait aussi
avec une certaine forme de précipitation. Si on prend par exemple évidemment les interpellations qui sont intervenues dans le cadre de la manifestation du 1er décembre, donc qui sont intervenues s'agissant de personnes pour lesquelles, je l'ai dit, on reprochait d'avoir voulu participer à un groupement qui a eu donc des effets à la fois sur les personnes ou les biens. C'est un simple soupçon. Derrière, vous pouvez avoir des violations des droits de la défense, notamment parce que ces personnes ne se seraient pas forcément vues notifier le droit à un avocat. Mais pour la moitié d'entre elles, alors je n'ai pas forcément les chiffres, il y a des chiffres qui sont plus précis, mais je crois qu'il y a pas moins de 400 mesures qui étaient levées dès le lendemain. Et lorsque ces mesures sont levées, de fait, les personnes ne peuvent plus forcément en contester la légalité devant le juge parce qu'elles ne servent pas d'assises à des poursuites pénales. On 481, près de la moitié, ont fait l'objet d'un classement sans suite. Voilà, 480 qui font l'objet d'un classement sans suite. Après 820 gardes à vue. Et c'est considérable. Et vous avez quand même dans ce cadre-là, Madame le ministre, Madame le garde des Sceaux, qui déclare qu'il n'y a pas eu d'interpellation préventive, mais tout de même, presque la moitié des gardes à vue ont été levées dès le dimanche. Et donc, autrement dit, on a demandé un peu aux policiers vers presque l'école, la maternelle, les manifestants qui sont dans les geôles, mais pendant ce temps, ils ne manifestent pas. Et à minuit ou le lendemain, eh bien, on les libère tout simplement parce qu'on a la conscience de ce que le dossier ne repose pas sur des éléments tangibles. Alors, vous avez évoqué le problème de ces arrestations préventives, c'est-à-dire les situations de ces personnes qui ont été arrêtées avant même de pouvoir manifester. Donc, ce qu'on a vu notamment samedi dernier, 8 décembre, lors de l'acte 3, non, la 4e manifestation des Gilets jaunes. Mais on a aussi eu des cas d'arrestation qu'on pourrait qualifier de punitives, d'après-coup. Et c'est notamment ce qui vous est arrivé, Florent Compin. Donc, je rappelle, vous êtes président des Amis de la Terre France, donc une grande association bien connue, très importante historiquement et influente encore aujourd'hui dans le mouvement écologiste français. Et alors vous étiez l'un des organisateurs de la marche pour le climat qui s'est tenue à Nancy samedi dernier, donc le 8 décembre. Marche déposée et annoncée depuis fort longtemps. Et marche qui s'est retrouvée interdite au dernier moment par la préfecture. C'est ça. Vous en avez maintenu l'organisation et ça vous a valu de passer la nuit au poste puisque vous vous êtes retrouvé en garde à vue pour avoir organisé cette marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à partir du moment où, comment déjà vous avez été prévenu que la marche donc, qui était organisée et déposée depuis belle lurette a soudain été interdite? Comment vous avez appris ça? Je l'ai appris de la bouche du préfet, tout simplement. En fait, on l'avait déposé. On a donc avec 4 organisations qui l'avaient déposé à la base, donc les Amis de la Terre Meurthe et Moselle, Attaque 54, le MAN Nancy et Eden, qui est une association locale de défense de l'environnement à Nancy. Donc, on cherchait à avoir le cadre le plus sécurisé possible. On se donnait aussi les moyens pour garantir les conditions de la non-violence sur cette marche. Et donc, on avait fait les choses tout à fait en bonne et due forme et réitéré un certain nombre de contacts avec la préfecture, avec les renseignements territoriaux pour on va dire, construire les conditions les meilleures possibles pour que cette marche se déroule au mieux. Et en toute intelligence, avec les forces de police, bien sûr, on l'avait dit, on est prêt à adapter le trajet en fonction, même en temps réel. On est vraiment prêt à discuter et surtout, on voudrait vous expliquer un peu quels sont les moyens qu'on met en place pour pouvoir garantir cette non-violence sur cette manifestation. Et là, on a fait face à une fin de non-recevoir. Il a été absolument impossible de pouvoir discuter avec les services de la préfecture, de pouvoir ne serait-ce que leur expliquer ce qu'on faisait. Je pense que dans leur mission de maintien de l'ordre, le fait ne serait-ce que d'être informé de ce qu'on fait était quand même le minimum dans ce rôle-là. Donc, marche, le parcours. Voilà, marche, le parcours, les moyens, les services d'encadrement, etc., les consignes, aussi les techniques qui sont déployées, parce qu'on met en place plein de techniques qui nous permettent de pouvoir aussi garantir le caractère non violent de la manifestation. Eh bien, tout ça, on n'a pas pu le faire. Donc, déjà, pour moi, c'est déjà le premier scandale à la base. Et donc, vendredi, je savais par les services de la préfecture, la veille, le jeudi, qu'il y avait une réunion qui se tenait à haut niveau à la préfecture le lendemain, et que les choses allaient se décider à ce moment-là. Et donc, le préfet m'appelle en personne et me précise qu'il est avec le procureur et le maire
Et à cette occasion, me demande une nouvelle fois d'annuler cette manifestation. Donc nous, on réitère, et je me fais simplement le porte-parole du collectif. Ce sont toutes les décisions qu'on a prises ont été prises collectivement, et très clairement. Donc je réitère le fait que pour nous, il est hors de question d'annuler cette manifestation au regard de plein de situations. La question de l'urgence climatique et de l'urgence sociale, qui font que face à l'enjeu, et un tel enjeu, pour nous, il est inconcevable, alors qu'une mobilisation internationale est prévue dans 185 villes en France, va se dérouler partout, qu'à Paris, on autorise la marche avec tous les signaux complètement, les signaux extrêmement durs qu'on entendait sur la situation de Paris. À Paris, c'était autorisé. Donc, pour nous, à Nancy, c'était inconcevable que ce ne le soit pas. Surtout au regard de ce qui s'était déroulé sur Nancy, c'est-à-dire très très peu de heurts aux alentours de Nancy et une situation parfaitement contrôlée, des discussions avec les Gilets jaunes, parce que bien sûr, nos revendications convergent sur beaucoup de points et on est tous révoltés sur les mêmes causes finalement. Parce que ce qui génère le plus fort sentiment de révolte, c'est la question de l'injustice. Donc l'injustice par rapport à la situation climatique, sociale, etc. Et du lien intime entre ces questions-là. Et donc voilà, donc pour nous c'est inconcevable de l'arrêter. Donc je lui dis clairement que nous allons maintenir la manifestation s'il l'interdit. Et donc il me dit, je vais prendre un arrêté d'interdiction qui sortira vers 13h30. Et là je me tourne vers le procureur et je lui donne comme consigne de poursuivre. Donc voilà, on pouvait déjà s'attendre à quelque chose de dur, ou est-ce que c'est encore une dernière menace? L'heure tourne, 13h30, rien. Dans l'après-midi, j'appelle les services de la préfecture, je réussis à tomber finalement sur la personne qui rédige l'arrêté et qui me dit qu'il va sortir vers 16h. Je lui donne mon mail pour qu'il me communique l'arrêté. Et donc à 16h tombe l'arrêté d'interdiction. Et on voulait en savoir la teneur, parce que j'avais écho d'une interdiction sur Dijon, mais qui était en fait sur des rues, pas sur la manifestation en elle-même. Donc voilà, donc c'est comme ça que je la prends. Et donc là, nous, on se dit collectivement qu'il faut que cette responsabilité, on l'assume encore de manière plus large et qu'on y oppose cette mobilisation. Quand on nous parle d'irresponsabilité, il devient difficile de dire, quand au final 85 personnes se déclarent co-organisatrices de cette manifestation, conscientes du risque pénal, c'est-à-dire 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement, et engagent leur responsabilité pénale en signant un document numérique très clair et en publiant leur nom. C'est une manière de collectiviser encore plus l'organisation de la marche. Et de montrer que finalement, ce n'est pas simplement la conscience de simplement une personne qui serait à ce moment-là un représentant d'organisation et l'interlocuteur de la préfecture, mais bien une volonté collective de l'organiser. Et ensuite, on communique bien sûr là-dessus, on communique sur le fait que la manifestation est interdite, et cette manifestation réunit 1500 personnes à Nancy. Ce qui est beaucoup par rapport à ce que vous attendiez même, c'est ça même par rapport on va dire, il y a des événements sur les réseaux sociaux, et donc on savait qu'il y avait un peu plus de 400 personnes qui déclaraient y participer, plus de 1200 intéressés. Donc potentiellement, oui, les 1500 personnes étaient là, mais on ne sait jamais exactement ce qui va arriver derrière. Et face à l'interdiction, face à la pluie, on ne s'attendait pas clairement à avoir 1500 personnes. Donc 1500 personnes qui collectivement valident le cadre collectif et non violent de cette manifestation avant le départ, valident le fait qu'on maintient bien le fait de faire une marche. Donc tout le monde était tout à fait au courant des risques, parce que même la participation à une manifestation interdite est aussi un délit, moindre bien sûr, mais ça reste un délit. Et donc voilà, on se met en route et on fait cette marche et on réitère encore nos volontés de discuter avec les forces de police qui étaient présentes et non, on n'arrive pas à discuter. Je crois que là, il y a eu une petite anecdote, c'est-à-dire qu'au départ, quand ils ont vu que vous étiez aussi nombreux, des policiers vous ont proposé, si vous restez sur place, sans marcher... C'était le deuxième stade. Le premier stade, c'est on réprime. Pourquoi pas? Le premier stade, c'était on réprime, et quand ils ont vu la mobilisation et le fait que tout le monde validait ça, ils sont revenus nous voir pour nous proposer un rassemblement statique. Et ça, vous l'avez refusé parce que vous vouliez marcher et notamment rejoindre les Gilets jaunes, c'est bien ça? Et notamment, oui, bien sûr, pouvoir rejoindre les Gilets jaunes. Et des Gilets jaunes déjà faisaient partie de la marche déjà dès le départ. Et les Gilets jaunes qui étaient réunis sur la place Stanislas à Nancy, le trajet de la marche passait pile à l'angle de la place Stanislas. Donc pour nous, il y avait clairement une possibilité extrêmement intéressante de convergence à ce moment-là, qui permettait aussi de dénoncer un des éléments de l'arrêté préfectoral, qui est, pour moi, la déclinaison directe du discours qui est totalement aberrant et même peut-être complètement contre-productif du gouvernement, par la personne du président de la République lui-même, par l'ensemble du gouvernement derrière, qui consiste à opposer les questions écologiques aux questions sociales, alors qu'elles sont intimement liées. Elles le sont. On ne résoudra pas les crises écologiques sans résoudre les crises sociales, et inversement, on ne résoudra pas les crises sociales sans résoudre les crises écologiques. Donc, et encore une fois, les premières personnes impactées sont les personnes qui sont à l'heure actuelle mobilisées de manière large.
Et donc, si on en revient au déroulé des faits le samedi, donc la marche pour vous. Donc vous bravez l'interdiction policière, la marche se déroule, vous marchez jusqu'à la place Stanislas, la rencontre se fait avec des gilets jaunes qui étaient là. Il n'y a pas d'incident particulier, pas de destruction, absolument pas d'incident. Au contraire, pas de voiture en feu, enfin. Au contraire, un enthousiasme débordant de tous les gilets jaunes qui étaient place Stanislas, de vouloir rejoindre la marche, de vouloir vraiment se réunir et se rassembler à ce moment-là, et de l'autre côté, toute la marche qui scande « Libérer les Gilets jaunes », parce qu'entre les deux, il y avait une dizaine de policiers absolument pas équipés pour pouvoir répondre à quoi que ce soit. Pour empêcher la jonction, en fait. Pour empêcher la jonction. Ouais, entre vous et les Gilets jaunes. Voilà, c'est ça, surtout pour éviter les heurts entre les Gilets jaunes et nous. Parce que dans l'arrêté préfectoral, une des raisons invoquées pour interdire votre marche, c'était le peur de heurts de la part des Gilets jaunes à votre rencontre. C'est ça. Se disant, comme les Gilets jaunes sont contre la hausse de la taxe sur les carburants, ils seraient forcément très très hostiles à des manifestants pour le climat. C'est ça. Il y avait cette idée-là. Donc, pour arriver au fait, donc les choses se passent bien. Malgré tout, vous êtes convoqué au commissariat. Alors, donc voilà, donc là, il y a quand même un point intéressant que je voudrais citer, c'est que ces 10 policiers qui n'étaient pas équipés du tout et qui se retrouvent entre les deux, là, pour moi, c'est encore une des preuves de l'irresponsabilité du préfet, d'exposer ses forces de police. Et ça, c'est vraiment grave, d'exposer les forces de police à un danger constitué comme celui-là, de les mettre dans ces conditions-là, à faire quelque chose, et on le voyait à leur tête, ils étaient complètement paniqués, ils ne savaient pas quoi faire. Mais là, justement, c'est la force du collectif et de cette énergie et de cette solidarité qui était vraiment présente dans les deux mouvements, de se rejoindre, qui a fait qu'il n'y a eu absolument aucun débordement. On arrive à l'arrivée, là, des policiers viennent me voir pour me dire qu'ils nous invitent à une audition libre au poste de police. Donc, bien évidemment, nous, notre politique est toujours de répondre à ce genre d'invitation, même si derrière, on n'a rien à déclarer l'ensemble des questions qu'on nous pose. Mais nous, on mène toutes nos actions à visage découvert et de façon non violente, et on assume l'ensemble des actes qu'on peut avoir. Donc à ce moment-là, il était, pour nous, c'était logique d'y aller. En plus, je n'allais pas résister, ou entre guillemets, résister passivement, hein, c'est-à-dire faire le poids mort et me laisser embarquer par la police pour ne pas générer de tension, s'il pouvait y en avoir, ou je ne sais pas. Et donc, on part avec Denis Crelotte du mouvement pour une alternative non violente, qui lui était l'interlocuteur de la police, donc la deuxième personne identifiée qui a fait les 21 heures de garde à vue avec moi. Et on suit les forces de police. On arrive à la voiture, donc là, on commence à fouiller dans mes poches. Je demande s'il est OPJ ou pas OPJ, donc il n'a pas le droit de le faire. Après, il me dit c'est juste une palpation, mais quand on a les mains dans les poches et qu'on sort des affaires, je ne pense pas que ce soit une palpation. Mais ça, c'est encore un détail. Et je lui dis, si je suis en audition libre, je conserve mon téléphone, je garde mon téléphone avec moi. Et là, on me dit, non, vous êtes privé de liberté. Voilà, et donc là, ce qui était juste audition libre, en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. Ah non. Et en fait, c'est une garde à vue qui est en train de commencer. C'est ça. Bon, je m'en doutais un peu avant, parce que quand je lui dis, je vais voir ma femme, etc., il me dit, non, vous n'y allez pas. Je fais, si, je suis libre, j'y vais. Il fait, je viens avec vous. On voit qu'ils avaient peur de le montrer. Et donc, après, on arrive au poste de police, on nous signifie notre placement en garde à vue, et s'en suivent les interrogatoires, la procédure normale. C'est-à-dire que, dans le cadre de l'interdiction, si on la considère, moi, j'ai pas de problème avec le fait d'assumer ça, et notamment les 3 premières heures de garde à vue, avec toutes les questions auxquelles on a pu répondre aux forces de police. Donc, ces 3 heures-là sont pour moi normales. À la fin, tout est fini. Les policiers nous disent que dans une demi-heure, 1 heure maximum, on est sorti, et qu'en fait, c'est juste le temps de réussir à joindre le procureur. En l'occurrence, on fait 18 heures de plus sans qu'on leur pose la moindre question. C'est pour ça que je qualifie les 18 heures de détention qui suivent de détention politique, parce que c'est clairement le fait d'avoir fait l'affront au préfet de résister à sa question, de résister à sa demande, qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et après, ce qu'il faut voir, c'est aussi tout le déroulé au poste de police, c'est de ces 3 premières heures absolument fantastiques, avec des policiers qui viennent nous voir, qui nous disent bravo, c'est magnifique ce que vous faites, continuez, surtout continuez. C'est magnifique ce que vous faites, d'avoir organisé la manif malgré l'interdiction. Exactement. Qui viennent nous voir en nous disant que... Mais pourquoi ils l'ont interdite? Il n'y avait aucune raison. Sur Nancy, tout autour, il n'y a pas eu de heurts importants, on n'avait aucun signal qui pouvait nous dire qu'à un moment ou à un autre, on risquait d'avoir des débordements à Nancy. Les rassemblements des Gilets jaunes se déroulaient depuis le matin à 8 heures. On avait des gens un peu partout dans Nancy qui ont repéré l'ensemble de la situation. Tout se passait très bien. Il n'y avait aucune des motivations prononcées par le préfet dans son arrêté n'existait pas sur le sujet. J'avais des policiers qui me notaient des mots sur des post-it pour me les montrer. Vous voyez, c'était... moi, vraiment, à un moment donné, quand
on cherche à opposer à ce point-là des tranches de la population entre elles, en opposant les gilets jaunes aux écologistes, de l'autre côté la police, au reste, etc. Et bien là, on montre que finalement la solidarité elle est beaucoup plus forte et que face aux enjeux qu'on a devant nous, face aux enjeux du climat, face à l'injustice sociale, tout le monde est réuni au-delà de ce qu'il peut faire dans la vie, ce qu'il peut faire professionnellement, de ses idées, etc. Okay. etc. Vincent Brengart, juste une interdiction de manifestation en France aujourd'hui, c'est courant ou c'est inhabituel? Alors, c'est quand même assez rare. Les interdictions de manifestation, elles sont fondées sur le Code de la sécurité intérieure. Elles peuvent être prises soit par le maire, soit par le préfet, en cas de menace à l'ordre public. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont rares? Parce qu'aujourd'hui, la liberté de manifestation, c'est une liberté qui est une liberté fondamentale. Elle est garantie non seulement par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. C'est sûr qu'il y a toujours une difficulté avec cette notion d'ordre public parce qu'elle n'est pas parfaitement définie par les textes et donc il y a un pouvoir discrétionnaire extrêmement fort de la part de l'administration d'y mettre un peu tout. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce que dit de façon extrêmement claire la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement donc, des articles 10 et 11 de la Convention, c'est que les cas d'ingérence à la liberté de manifestation doivent être légalement prévus et surtout doivent respecter la condition de la proportionnalité. Là, on peut estimer que légalement, ils ont une base textuelle. Maintenant, la question, c'est de savoir si on n'est pas dans une forme de détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir qui peut être censuré par le tribunal administratif. Moi, ça me fait un peu penser aux interdictions de manifester qui avaient été prises dans le cadre de l'état d'urgence et qui visaient en fait les manifestants de la COP21. En 2015. En 2015, ce qui n'avait strictement rien à voir. Et parce que j'ai lu assez rapidement l'arrêté, c'est tout à fait regrettable de voir que finalement, il y a une forme de responsabilité par capillarité. C'est-à-dire que les casseurs viendraient finalement priver de liberté de manifestation l'ensemble des gilets jaunes, mais par ricochet aussi d'autres mouvements pour lesquels on justifierait l'interdiction de manifester uniquement en raison de débordements qui ont eu lieu à raison des mouvements sociaux qu'on voit depuis plusieurs semaines. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait parfaitement en connaître et estimer qu'on est dans une atteinte à la liberté de manifester, puisque, encore une fois, selon sa jurisprudence, les États doivent tout mettre en œuvre pour garantir l'effectivité de ce droit. Alors, il y a un dernier problème, et qui n'est pas le moindre, qu'on a vu quand même largement se produire lors des manifestations de ces dernières semaines, c'est l'usage, et on pourrait dire le surusage, d'armes par la police à l'encontre des manifestants, voire de personnes se trouvant à proximité des manifestations. Alors, Karl, est-ce que je me tourne vers toi? Donc, toi, à Mediapart, tu as beaucoup travaillé sur ces questions, en particulier ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'on a vu, alors il y a des chiffrages qui ont commencé à être établis, 1193 projectiles en caoutchouc, donc de flashball, envoyés par la police le 1er décembre, donc précédente manifestation des Gilets jaunes, 1040 grenades de désencerclement, 339 grenades explosives assourdissantes GLI F4. Est-ce que c'est sans précédent, ce niveau-là d'armement? Moi, j'ai l'impression que déjà la révolte, et la manifestation est sans précédent, mais que la réponse de l'appareil d'État est sans précédent en intensité. En tout cas, disons que les armes dont on parle sont en dotation dans la police, donc elles sont utilisées, elles ont été utilisées quand même assez massivement à Notre-Dame-des-Landes, on les connaît, c'est pas des inconnus sur le champ du domaine de la manifestation, mais ce qui est très étonnant, c'est, je dirais, le sentiment de panique qui semble s'emparer des forces de police et des autorités, c'est-à-dire que à un moment donné, quand des grenades, par exemple, de type qui contiennent une TNT, donc les GLI F4, est lancée sur des attroupements qui ne sont pas violents, qui ne constituent pas un danger, c'est qu'elles sont lancées simplement pour disperser. Et là, il y a quelque chose de profondément irrégulier, de profondément dangereux. Et on l'a vu à la dernière manifestation. Donc c'est vrai que j'ai couvert les trois sur Paris.
Paris. Et il y a clairement eu un virage est-ce que tu pourrais décrire comment c'était? Le virage et comment découle du résultat de la deuxième manifestation. Mais c'est vrai que sur les Champs-Élysées, le samedi dernier, les forces, il a été promis que les forces de police seraient plus mobiles et qu'elles pourraient intervenir en cas de casse, etc. En réalité, les forces étaient effectivement plus mobiles, mais elles étaient toutes dotées de flashballs, enfin comment dirais-je, de lanceurs de balles de défense, entre guillemets, comme on dit maintenant. Et ces forces mobiles n'ont cessé de tirer sur les manifestants qui étaient rassemblés sur les Champs-Élysées, mais de manière réellement indiscriminée, sans tenir compte du règlement, c'est en visant la tête, alors que les règlements, quand même, stipulent bien que, compte tenu du danger, ils ne doivent pas être employés sur la tête. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Ce qui est interdit, c'est-à-dire que la police, pour bien comprendre le cadre juridique, parce que c'est vrai qu'on a vu plein de questions sur les réseaux sociaux autour des conditions d'usage du flashball. Si on prend l'exemple, donc flashball LBD, mais en fait qu'on connaît sous le nom flashball, la police a le droit d'utiliser ce flashball à l'encontre de manifestants. Par contre, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de viser la tête. Alors, il y a un cadre réglementaire qui est un peu plus important. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prescrites. Il y a d'abord la question de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de tirer sur quelqu'un qui ne fait rien. Il n'est pas question de tirer trop près. Il faut tenir compte du danger de son arme. Il ne faut pas viser la tête, par conséquent. Enfin, c'est un ensemble de précautions qui encadrent l'usage de cette arme. Là, on a vu très clairement, donc il y a plein de photos, plein de films qui montrent effectivement des agents des forces de l'ordre en civil et en uniforme m'ont pointé, visé les têtes, tiré sur les personnes, etc. Et faire de nombreux blessés par ailleurs. Donc, parce que dès l'origine, dès le début des rassemblements Gilets jaunes à Paris, il y a eu usage de la GLIF4, il y a eu des blessés quand même sérieux. Un jeune qui a perdu une main le premier soir. Une jeune femme qui a perdu blessés. Un œil. Voilà, et là, récemment, effectivement, une jeune femme qui a perdu un œil, des personnes blessées à la mâchoire, des blessures qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a le sentiment quand même d'une escalade, entre guillemets, sur l'usage du matériel. Il y a une escalade et peut-être un sentiment, effectivement, peut-être de panique qui gagne les forces de sécurité. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre, par exemple, on prenait le cas des lycéens, qu'il y ait eu 4 lycéens et lycéennes touchés au visage la semaine dernière. Où est le ministre de l'Intérieur? Quelle est l'autorité qui peut autoriser qu'on tire sur des lycéens qui, par ailleurs, n'ont strictement rien fait d'autre que de se rassembler à la sortie d'un lycée ou dans la rue et d'exercer finalement un droit démocratique. Donc là, il y a vraiment... je pense que toutes ces constatations, alors ça a déjà été le cas la semaine dernière, mais devraient pousser, je dirais, la société civile et politique à réellement interpeller le ministre, parce que par ailleurs, on est quand même sur des armements qui ne sont plus, pour ce qui est de la grenade GLIF4, qui n'est plus utilisée en Europe, en dehors de la France. Oui, il faut toujours rappeler que la France est le seul pays européen. Compte tenu de la dangerosité de cette arme et des blessures qu'elle occasionne. C'est quand même pareil sur le flashball. On est sur un processus, a priori, où on prend conscience, le défenseur des droits a fait un rapport très important là-dessus en décembre de l'année dernière, disant mais on ne peut pas utiliser le flashball en maintien de l'ordre parce que ce n'est pas efficace, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas viser dans une foule. Tirer avec cette arme, c'est tirer sur n'importe qui. Ça n'a pas la foule est mouvante. On ne peut pas. C'est pas l'outil adéquat. Donc, il faut l'interdire en maintien de l'ordre. Ce qu'a dit le défenseur des droits. Et là, j'ajoute que le préfet de police de Paris lui-même avait dit « je l'interdis pour le maintien de l'ordre ». Et là, on voit le résultat, puisque il y a eu au moins 1000 munitions tirées la semaine d'avant. Donc là, on ne sait pas encore combien, ils n'ont pas fait le point sur les munitions dépensées. Alors Fatima Ouassak, justement, sur cette question de l'usage des flashballs à l'encontre des lycéennes et lycéens, Karl évoquait à l'instant donc, ces cas, effectivement, a priori, complètement affolants de lycéens blessés de cette manière. Est-ce que vous avez le sentiment, donc vous êtes membre du collectif Front de Mer, est-ce que vous avez le sentiment que les lycéennes et lycéens des quartiers populaires
sont plus visés que les autres et plus exposés que les autres aux violences policières dans ce moment-là que nous vivons, c'est-à-dire de mobilisation gilets jaunes. Alors effectivement, dans ce moment-là, en particulier, il y a une spécificité, je pense, pour ce qui concerne les quartiers populaires, même si, évidemment, on ne découvre pas la répression policière dans les quartiers populaires, là, depuis 10 jours, depuis une semaine, quoi. La répression policière, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a une forte présence policière, on le sait, dans les quartiers populaires. Mantes-la-Jolie, par exemple, j'en parlerai juste après. À Mantes-la-Jolie, il y a un jeune, Aïssa, qui est mort. Bon, sous les coups de la police au début des années 90, en 91, donc c'est pas anodin, Mantes-la-Jolie. Voilà, donc la répression policière, Ziad Bouna sont morts en 2005 à la suite d'un contrôle au faciès. Donc la répression policière, évidemment que c'est quelque chose qu'on connaît dans les quartiers populaires. Ce qu'on connaît aussi dans les quartiers populaires, c'est cette idée que nos enfants ne sont pas vraiment considérés comme des enfants. Ils sont considérés en réalité comme des menaces, comme des délinquants. Donc tout cet imaginaire autour de nos enfants, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Peut-être que la nouveauté, alors pas juste là, ces 10 derniers jours, mais ces dernières années, on va dire, c'est que cette répression policière, elle s'est élargie à l'ensemble de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, Bergson, Arago, etc. Bon, les profils sociologiques... Donc lycée parisien. C'est parisien, c'est pas les quartiers populaires. Donc Bergson, par exemple, il y a 2 ans, c'est plusieurs dizaines, 60, je crois, lycéens qui se retrouvent entassés dans un bus pour 15, à qui on ne donne pas à manger pendant 4 heures, qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas uriner, etc. Donc c'est des conditions qui sont... Et pourtant, profil sociologique, donc plutôt classe moyenne blanche. Même si c'est pas dans les quartiers les plus favorisés de Paris. Mais bon. Alors, mais ce n'est pas les quartiers populaires, ce n'est pas Mantes-la-Jolie, Clichy-sous-Bois, etc., etc. Donc, ça s'est généralisé. Maintenant, il y a quand même une spécificité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, par exemple, ce n'est pas ce qui s'est passé à Bergson. Je rappelle quand même qu'on a mis 150 adolescents, donc c'est des enfants, à genoux pendant plusieurs heures sur des cailloux, les mains derrière la nuque, qu'on a humiliés ainsi. Enfin, on les a vraiment rabaissés. Il y avait une volonté de les rabaisser dans une position qu'on peut qualifier de coloniale, qu'on a insulté. Parce que vous racontiez tout à l'heure que ça a l'air charmant quand même, vos conditions de détention, on va dire. Voilà, mais je veux dire... Attendez la suite, parce que quand on compare, c'est vrai que les conditions de détention de certains jeunes à Mantes-la-Jolie qui ont témoigné, vous posez tout à l'heure la question de savoir si les droits ont bien été respectés. Hier soir à Ivry, était présent l'avocat Ari Halimi, qui a répondu à la question en disant non, les droits n'ont pas été respectés. Lui qualifie le fait de mettre comme ça des enfants à genoux pendant plusieurs heures dans cette position humiliante, lui parle d'actes de torture. Les avocats n'ont pas été appelés, les parents n'ont pas été prévenus. Donc lui répond à la question et dit non, les droits n'ont pas été respectés. C'est à Mantes-la-Jolie, c'est pas à Bergson. Et pourtant, à Bergson, à Arago, etc., il y a aussi des violences policières. Donc évidemment, il y a une spécificité. Tout à l'heure, vous parliez presque d'une union, d'une convergence, etc., y compris avec la police qui vous envoie comme ça des petits mots d'amour face à l'État. Bon, c'est pas le cas pour les quartiers populaires. Je veux dire, la police ne va pas donner des petits mots d'amour. Par exemple, il y a un témoignage, et c'est important aussi d'avoir le témoignage direct des lycéens et leur analyse aussi. Et on les écoutait hier à Ivry. À Mantes-la-Jolie, les lycéens témoignent du fait que, par exemple, une policière, à un moment donné, a dit « mais on se croirait aux autres toiries ici ». Donc vraiment, voilà, comme si c'était des animaux. Voilà, avec quand même l'idée qu'on ne parlerait pas comme ça à n'importe quel enfant. Il s'agit bien ici, pour Mantes-la-Jolie, d'enfants de classe populaire, de quartier populaire, Racisé. Plutôt des enfants noirs et arabes, etc. Donc évidemment, il y a une vraie spécificité. Maintenant, alors, le côté un petit peu inédit de l'appel qu'on a fait la semaine dernière, c'est de dire avec les autres parents, les autres mamans d'Arago, Bergson, etc., on s'est dit, c'est vrai qu'il y a cette spécificité, cette question raciale, on va dire, et je pense que c'est la limite de la convergence, c'est la question raciale. Il y a cette spécificité. Mais peut-être qu'on peut se saisir de cette occasion, de ce mouvement de contestation sociale, de ce mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement presque insurrectionnel actuel, pour se dire, malgré cette spécificité, il faut quand même se rassembler. C'est-à-dire qu'on cherche peut-être par là à nous diviser, mais malgré ces spécificités, il faut quand même qu'on arrive à trouver ce qu'il y a de commun entre nous. Et voilà, ce qu'on a trouvé, le dénominateur commun qu'on a trouvé, c'est le fait d'être mère, quoi. Et qu'est-ce que vous répondez à un argument qu'on a beaucoup entendu aussi ces derniers jours, qui est de dire, mais ces lycéens, s'ils étaient restés dans leur salle de classe, s'ils étaient restés sagement dans leur école, il ne leur serait bien rien arrivé. Mais en fait, si, il leur arrive beaucoup de choses en réalité dans les salles de classe pour beaucoup de ces lycéens. On parlait de Mantes-la-Jolie. Ce qui leur arrive dans les salles de classe, c'est qu'on réduit leur champ des possibles.
je rappelle que l'école française est l'une des écoles, un des systèmes scolaires les plus inégalitaires des pays développés. Et c'est l'OCDE qui le dit. Voilà, donc il y a des inégalités structurelles, il y a des discriminations structurelles, il y a des orientations pour des jeunes des quartiers populaires plutôt vers les filières professionnelles courtes. Parcoursup l'année dernière, voilà, qui a été appliqué, qui a causé toute l'angoisse qu'on connaît avec un tri. Et on sait très bien quels sont les adolescents, les lycéens qui ont été triés et plutôt à qui on réduit plutôt l'accès à l'université. Donc voilà, il y a cette question de la police, de la présence policière dans les écoles. Donc non, c'est pas rester sagement dans les écoles en réalité. C'est voir, quand on a 15-16 ans, son avenir être obscurci, on va dire, et manquer de perspectives positives, quoi. Que ce soit d'un point de vue écologique, parce que c'est vrai que c'est angoissant. Je me dis aujourd'hui, 15 ans, se penser dans l'avenir, c'est vrai que ça doit être angoissant d'un point de vue écologique, d'un point de vue social. Donc non, au contraire, moi je pense qu'il s'agit de résistance de la part de ces lycéens qui ne veulent pas se résigner à ce manque de perspective, à cette réduction du champ des possibles, et pour dire non, nous, on veut quand même se battre. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas accès, comme ici, voilà, à des lieux d'expression, de pouvoir, etc., où ils vont objectiver, intellectualiser leur résistance. Donc voilà, ils mobilisent les moyens qu'ils ont, donc éventuellement, brûler une poubelle, quoi. Mais voilà, ça reste légitime, ça reste le fait, pour ces gamins, de nous dire, adultes, voilà, on n'en peut plus, en fait, de cette angoisse, on a l'impression qu'on n'a pas d'avenir, et vraiment, on va essayer de montrer qu'on n'est pas d'accord, on ne se résigne pas et on va aller au front. Maintenant, les parents dont vous parliez, les adultes dont vous parliez, qui se plaignent du fait que ces enfants ne sont pas, ces adolescents ne sont pas en classe. Ils l'ont bien cherché quelque part. Voilà, moi, ce que je leur dis, c'est faites votre boulot, faisons notre boulot, je me mets dedans, faisons notre boulot, c'est-à-dire quand il y a quelque chose comme ça, des dispositifs qui sont injustes, par exemple typiquement Parcoursup, quand on sait la situation dans les écoles, en termes, les enseignants se plaignent du fait de ne pas avoir de moyens pour travailler. Il y a des rapports de la Cour des comptes, etc., qui montrent que, par exemple, un enfant du 93 coûte beaucoup moins cher qu'un enfant parisien. Donc il y a des vraies inégalités de traitement qui sont objectivées aujourd'hui, qui sont chiffrées. Lorsque l'on voit un ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, annoncer, alors que voilà, il y a quand même des situations catastrophiques. Moi, je vis dans une ville, Bagnolet, où il y a quand même un plafond de maternelle qui s'est écroulé. Heureusement, c'était un dimanche. Voilà, on en est là aujourd'hui dans l'école publique française. Donc, voir un ministre annoncer, étant donné ce contexte, des suppressions de postes 2600, moi, ce que je dis à ses parents, c'est bougeons-nous. Si nous, on se bouge pour assurer les meilleures conditions possibles pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison que ces enfants, ensuite, ne soient pas sages. Voilà. Donc, si les enfants ne sont pas sages, c'est parce que les parents ne font pas leur boulot. On va arriver vers la fin de cette émission. Juste, Vincent Wangard, comme vous êtes défenseur, je le disais au tout début, de quelques gilets jaunes qui ont été blessés, est-ce que vous pourriez dire, en fait, c'est quoi, en quelques mots, c'est quoi les ressorts de droit auxquels peuvent faire appel ces personnes blessées pour protester, enfin attaquer, porter recours contre les violences policières? Oui, tout à fait. Alors, avec William Bourdon, en effet, on a été rapprochés par différents personnes qui ont participé à ces manifestations et qui n'ont absolument pas le profil de casseurs, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, bien souvent, sont dans un engagement politique presque premier. Ils n'étaient pas forcément engagés dans d'autres combats. Ils se sont sentis particulièrement concernés par cette question sociale de l'impôt et qui se sont retrouvés finalement dans une spirale de violence, et ce qui a été décrit tout à l'heure évidemment par Karl Lasquet, c'est-à-dire une disproportion aussi dans l'usage de la force par les pouvoirs publics. Il y a plusieurs voies juridiques qui existent. Alors, vous avez la voie pénale, c'est-à-dire que c'est constitutif de violences volontaires avec, parfois pour circonstances aggravantes, non seulement d'une infirmité permanente, on le voit par exemple pour le jeune Gabriel, que nous défendons, qui a perdu sa main et qui était artisan, donc on voit bien qu'il y aura évidemment des séquelles, voilà, des séquelles qu'il conservera de fait. Donc violence en bande organisée, pourquoi pas, surtout violence commise par dépositaire de l'autorité publique et avec arme. Puisque à la fois le flashball et la grenade aussi, que ce soit la grenade de désencerclement ou que ce soit la grenade Gli F4, ce sont des armes. Lorsqu'on parle de la grenade Gli F4, on parle quand même d'une grenade qui est explosive, qui contient de la TNT et dont un certain nombre de rapports ont démontré qu'elles exposent à des risques de blessures et de séquelles permanentes, si ce n'est un risque de décès. Donc, première voie possible, c'est la voie pénale, et après, c'est la voie administrative, à savoir considérer que l'État a commis une faute, et par voie de conséquence, voir reconnaître cette faute. On sait que, en temps général, s'agissant du maintien de l'ordre, c'est plus une responsabilité presque sans faute. C'est-à-dire que
il y a presque une présomption lorsque vous avez certains dérapages qui ont été commis. Là, on s'attend à ce que l'État en face argue de ce que la situation a été complètement exceptionnelle pour pouvoir se déresponsabiliser. Mais lorsque on voit quand même que certains policiers, certains CRS visaient les manifestants en pleine tête, lorsque on voit qu'il a été fait usage, encore une fois, de grenades qui sont des grenades explosives, objectivement, ça pose des questions. Vous êtes quand même sur une utilisation de certaines armes de maintien de l'ordre qui est une utilisation qui est complètement historique. C'est-à-dire qu'on a puisé dans les stocks comme on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Et est-ce qu'il y a véritablement des débordements qui justifiaient cet usage de la violence? Je ne le crois pas. Je crois surtout que les forces de l'ordre étaient dans une forme aussi de désorganisation, peut-être parce qu'il n'y avait pas les bonnes instructions, peut-être parce qu'elles n'avaient jamais été confrontées à un tel mouvement. Et c'est encore plus difficile pour elles que pour certaines, elles sont dans un dilemme moral, parce qu'elles rejoignent les causes qui sont portées par certains manifestants, elles rejoignent les causes des Gilets jaunes. Et donc c'est presque une double blessure. Bon, très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir parler avec nous de ces enjeux de maintien de l'ordre en manifestation. Bien évidemment, c'est un sujet que nous allons continuer à suivre de très près sur Mediapart. Et nous cédons maintenant la place au deuxième plateau de ce live, le grand entretien avec Cécile Duflot, directrice générale de Oxfam, grande association internationale.